Salut tout le monde, ça fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter sur un sujet un peu différent. Je vais vous présenter sur la consommation de cannabis et les parcours trans à travers une exploration de l'autonomie corporelle et de l'agentivité selon la perspective des techniques de soi. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. Et avant de commencer, je tiens vraiment à remercier Sam Stein d'avoir créé les illustrations que vous trouverez dans cette présentation ainsi que l'ACFAS et la CRC Répar de nous avoir réunis aujourd'hui. Donc, pour vous donner une petite idée, on va commencer avec un état des lieux. Ensuite, je vais vous présenter la perspective des techniques de soi. Ensuite, je vais vous fournir quelques exemples de recherche pour terminer avec, je l'espère, une discussion par rapport aux implications politiques. Donc, pour ce qui est de l'état des lieux, lorsqu'on pense à la consommation de cannabis et à la diversité de genre, du moins dans mon domaine, on pense au fait qu'il y a plus de consommation de cannabis dans les communautés de la diversité de genre, en particulier chez les jeunes. On pense au lien que cette consommation-là présente avec la santé mentale, notamment à cause du stress de minorité qui a été présenté avant, mais pour rappel, c'est une théorisation selon laquelle la discrimination et la marginalisation auxquelles font face les communautés marginalisées va venir se traduire en écart au niveau de la santé. Mais cette perspective-là demeure quand même limitée à cause de cet accent qui est mis sur la santé. Et il y a d'autres liens vraiment percutants à examiner entre la consommation de cannabis et la diversité de genre, notamment au niveau du contexte historique et social. Et au contrôle qui a été effectué et qui continue de l'être auprès du sujet de la consommation et du sujet de la diversité de genre. Donc, pour la consommation de substances psychoactives, en 2018, avec la légalisation du cannabis, on a mis fin à un siècle de prohibition, mais la guerre contre les drogues continue à travers la criminalisation de plusieurs autres substances psychoactives. Le contrôle de la diversité sexuelle et de genre, ici j'inclus la diversité sexuelle parce qu'au niveau historique, c'est vraiment des diversités qui sont connectées. Ce contrôle-là s'est effectué et s'effectue toujours à travers un agencement du contrôle légal et biomédical. On vient, par exemple, dans les années 1940 et 1950 avec la création de la catégorie de, entre gros guillemets, le psychopathe sexuel criminel qui utilisait justement un langage biomédical pour venir mettre une certaine légitimité dans la criminalisation de ces communautés-là. Et on continue de voir un contrôle qui est effectué à travers les pratiques de conversion qui, malgré avoir été rendues illégales en 2022, persistent de différentes manières à ce jour. Donc, ces mécanismes de contrôle portent à tête à deux concepts vraiment importants qui vont être centraux dans la présentation. Donc, d'abord, ces mécanismes de contrôle cherchent à réduire l'habileté d'une personne à prendre des décisions à propos de son propre corps, ce qu'on appelle l'autonomie corporelle. Et aussi, ce contrôle cherche à réduire le pouvoir d'agir et de faire des choix actifs au sein de son environnement, ce qu'on appelle l'agentivité, ou ce que j'appelle dans cette présentation l'agentivité. Ces deux concepts-là sont à la base d'une perspective qui s'appelle les techniques de soi, qui a été mise par Michel Foucault en 1983. En fait, c'est pas très compliqué. C'est une perspective selon laquelle, qui examine comment certaines pratiques volontaires et réfléchies, qu'à travers certaines pratiques volontaires et réfléchies, on va chercher à se transformer. Donc, ça peut être notre corps, ça peut être notre esprit, ça peut être des réflexes cognitifs à travers des pratiques comme de faire de la méditation, de tenir un journal ou, par exemple, de consommer des substances psychoactives. Donc, je suis loin d'être la première à parler de techniques de soi dans un contexte de consommation et de diversité sexuelle et de genre, même si aujourd'hui, je me concentre en particulier sur la diversité de genre. Euh, alors, je cherche dans cette présentation à approfondir cette discussion avec quelques données d'une étude qu'on a faite il y a quelques années, avec vraiment au centre l'autonomie corporelle et l'agentivité. Donc, je vais vous fournir quelques exemples. C'est pas une grosse analyse bien étoffée, c'est vraiment une examination de certaines citations qu'on avait déjà recueillies à travers un nouvel angle. Les citations proviennent d'entrevues avec des jeunes de la diversité de genre de 21 à 25 ans, avec lesquels on a discuté de sujets comme la consommation de cannabis, la santé mentale, l'identité et d'autres.
Et les citations que je vais vous présenter proviennent de jeunes qui font partie de la diversité de genre et qui consomment du cannabis. Donc, je pense que c'est intéressant de voir quand même comment cette intersection sous l'angle de l'autonomie corporelle et l'agentivité peut se démontrer. Les résultats ont été publiés l'année passée dans le International Journal of Drug Policy. Je vous encourage à lire la publication si ça vous intéresse. Donc, pour y aller avec quelques exemples qui illustrent les concepts d'autonomie corporelle et d'agentivité. D'abord, on a Orion qui s'identifie comme lesbien, butch, blanc, et utilise le pronom il. Donc, lui, il nous a dit un des éléments particulièrement excitants d'avoir eu ma chirurgie d'affirmation de genre, c'est que des fois, quand je suis vraiment stoned, j'ai l'impression de ressentir comme de la régénération nerveuse. C'est l'une de mes expériences préférées à avoir défoncé. Je pense à ça, à l'expérience d'être high et à la sensation d'être dans mon corps et à quel point c'est absolument incroyable. Donc ici, on voit une espèce de superposition entre l'autonomie que Orion a eue pour pouvoir avoir accès justement à sa chirurgie et comment il a agencé la consommation de cannabis à cette expérience-là pour vraiment rehausser le tout et vivre encore plus d'euphorie. On a aussi le concept de l'exploration de soi, qui est illustré à travers une citation de Birch, qui est une personne queer, lesbienne, pandécée, genderqueer, il utilise en alternance les pronoms yel et elle. Donc, Yel nous a dit les choses autour du genre et de la sexualité peuvent mener à une situation stressante où je ressens le besoin soit de me retirer, soit d'explorer la question davantage. Le oui devient un moyen pour moi de faire ces choses, que ce soit de me défaire de ces sentiments ou de directement confronter les questions de sexualité et de genre. Donc ici, on voit vraiment une consommation intentionnelle de la part de Birch de choisir de soit essayer de se défaire de questionnements dans un moment où on a juste besoin d'une pause de toutes ces questions et de pouvoir penser à autre chose. Mais aussi d'avoir la possibilité, avec l'outil qui était le cannabis pour elle, de explorer ces questionnements-là un peu plus en profondeur dans un état d'esprit différent. Ensuite, on a l'exemple de l'expression de soi qui est illustrée par Rose, qui est une personne queer, pan-BC, trans-non-binaire et utilise le pronom "elle". Donc, elle nous a dit le oui m'a permis d'exprimer mon genre plus pleinement parce que quand je suis dans la rue et si je porte du maquillage ou si les gens ne peuvent pas distinguer mon genre selon mon apparence, je m'en fais beaucoup moins parce que je suis high. Donc ici, c'est un peu un contraste avec ce qu'on vient d'entendre de la part de Birch, comme quoi le frein à l'expression ou de pouvoir vivre son genre plus pleinement, ici, Rose décrit que c'est la perspective d'autrui, comment elle va être perçue en public. Et d'avoir la consommation de cannabis qui peut venir un peu apporter un sentiment de protection était vraiment aidant pour Rose. Donc, quelques messages clés qui sortent de ces exemples. D'abord, effectivement, on voit que l'autonomie corporelle et l'agentivité sont des principes sous-jacents à plusieurs décisions qui sont prises par des jeunes de la diversité de genre qui consomment. Et dans la thématique de ce bloc-ci, particulièrement par rapport à l'euphorie et la satisfaction, je pense que c'est vraiment important de le souligner que lorsqu'on parle de consommation dans des contextes de personnes de la diversité de genre, mais aussi dans le contexte de la diversité sexuelle, de pouvoir parler de cette euphorie-là, de pouvoir parler de la satisfaction et des moyens que la consommation peut vraiment avoir des effets positifs, surtout lorsque justement on revient à un contexte de santé dans lequel souvent on va se concentrer sur les côtés plus négatifs de la consommation qui existent absolument et qui sont importants à discuter, mais qui ne sont pas la caractéristique unique de la consommation auprès de ces populations-là. Aussi, ce que je note, c'est que on voit vraiment un lien entre le bien-être et l'euphorie ou le plaisir qu'ont ressenti les personnes interviewées et les concepts politiques que sont l'autonomie corporelle et l'agentivité. Donc, ça m'amène à pourquoi est-ce que je trouve que c'est aussi important de parler de ces concepts que j'en ai fait toute ma présentation aujourd'hui avec vous. D'abord,
c'est un point de ralliement pour plusieurs luttes actuelles. Donc maintenant, si on peut se permettre de sortir un peu du contexte de consommation de cannabis en particulier, on voit à travers différentes provinces canadiennes, notamment en Alberta, que des politiques ont été mises de l'avant pour effectuer du traitement forcé de personnes qui consomment surtout des substances qui sont encore criminalisées présentement. On sait aussi que l'autonomie corporelle et l'agentivité, évidemment, on en a parlé toute la journée, est au cœur des droits des personnes trans et aussi des atteintes à ces droits-là. Et aussi, ça nous permet de faire le lien avec d'autres luttes actuelles, notamment si on pense à l'autonomie corporelle, souvent on va penser au droit à l'avortement qui justement a été retiré au niveau fédéral aux États-Unis en 2022 avec l'arrêt de Roe v. Wade. Maintenant, j'ai quand même essayé de garder du temps pour pouvoir avoir plus de temps dans la période de discussion et de questions parce que j'ai quelques questions pour vous. D'abord, comment entrevoyez-vous les meilleures manières d'accroître la solidarité dans notre contexte actuel? Surtout, ma réflexion se base sur des questions d'identité et des questions d'utiliser ces principes éthiques-là comme mobilisateurs. Donc, pour m'expliquer un peu plus, puis là, c'est mon impression, puis j'aimerais vraiment ça vous entendre, que vous soyez d'accord ou non, là, je pense que c'est ça le but. Euh, je crois qu'en 2020, 2021, 2022, puis là, 2023, ça commence quand même à se corser. Mais je pense qu'on pouvait plus utiliser des arguments politiques qui sont basés sur l'identité. Les personnes de la diversité sexuelle et de genre vivent plus de difficultés, alors on devrait être solidaire avec elles. J'ai l'impression que ce sont des arguments qui viennent moins engendrer de la solidarité de nos jours. Et je me demande si d'utiliser des principes qui connectent plus à d'autres communautés, ça pourrait être utile comme méthode. Et sinon, ben, de manière plus générale, quel est l'intérêt pour vous, la valeur ajoutée de faire ressortir ces principes éthiques-là dans nos travaux et en même temps, quelles en sont les limites? Si vous voulez continuer la conversation, vous pouvez scanner le code QR ou suivre le lien à l'écran. Et ça, c'est mes références. Et merci beaucoup, je laisse les questions pour les personnes.